Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo qui est un cours, qui est le support d'un cours dans l'unité d'enseignement culture alimentaire du master à l'EAK, donc première année de master à l'université de Bourgogne. Euh, cette unité d'enseignement est un petit peu transversale et a vocation à amener des connaissances diverses et variées aux étudiants et aux étudiantes. Et dans ce cadre-là, mon enseignement s'intéresse au vin, puisque en Bourgogne, le vin est un élément important. Et donc on va travailler le vin en le considérant comme étant un produit bioculturel, mais en le considérant surtout comme un produit sensoriel. Donc on va voir là, en réalité, les deux axes de ce cours, donc les deux temps de ce cours, avec cette première vidéo qui est dédiée au vin, et dans la deuxième vidéo qui suivra, on va s'orienter vers d'autres produits sensoriels pour ouvrir en fait la palette des possibles. Avant de commencer plus en avant, je vais me présenter. Donc Mathieu Bach, je suis encore doctorant en linguistique générale et de spécialité à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté sous la direction de Laurent Gauthier. Je suis également ingénieur d'études à la MSH Dijon pour le traitement de données textuelles et multimodales. Et je suis surtout spécialiste de sémantique cognitive et des discours du sensoriel, en particulier du vin. C'est pour ça que je suis chargé d'enseignement pour ce cours. Donc comme je l'ai dit, c'est un cours qui va être divisé en deux parties d'environ 40-50 minutes. Je vais essayer de rester court. Euh, donc c'est un peu moins que les 55 minutes x 2 qu'on aurait dû avoir en présentiel. Ça ne veut pas dire que le cours est raccourci. C'est exactement le même contenu, les mêmes PowerPoint que j'aurais utilisé en classe. Euh, mais parce qu'il n'y a pas d'interaction, parce qu'on ne peut pas jouer les vidéos, etc., les cours sont un petit peu raccourcis. Et en maintenant une vidéo d'environ 40-50 minutes, on pourra se laisser de la place pour échanger par la suite. Et ça vous laisse aussi de la place pour creuser un petit peu ce qui n'est pas forcément clair ou, ou toutes les notions qui auraient besoin d'éclaircissement parce que vous n'avez pas forcément les connaissances. Donc, ces cours en vidéo nécessitent un petit peu plus d'implication de votre part, mais ça, c'est pas un problème. Donc, le but du cours, c'est évidemment d'acquérir des notions, acquérir une sensibilité de la spécialisation des discours du sensoriel. C'est pas du tout de vous donner des connaissances spécifiques au vin, de la terminologie, etc. Ça peut être le cas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, c'est pas nécessaire. Donc on va commencer avec cette première partie du cours dédiée au discours du vin et au vin en général. Et donc je vais passer en plein écran avec le PowerPoint que vous trouverez soit par mail, donc en téléchargement par les services de l'unité de l'université de Bourgogne. Et pour ceux qui regardent et qui ne sont pas étudiants à l'UB, vous pouvez le retrouver sur Academia et ResearchGate comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par un petit warm-up, petite phase d'échauffement. Donc je vous laisserai jouer cette vidéo avec Louis de Funès. Je peux pas la jouer pour des raisons de droit, évidemment. On n'a pas le droit de reproduire une œuvre de plus de 15 secondes, donc ça n'aurait pas grand intérêt puisqu'elle fait une minute. Donc je vous la laisse regarder. Vous pouvez mettre en pause à partir de là. Et on reprend maintenant. Donc avec cette petite vidéo d'introduction, on a l'idée que le vin est un produit culturel en France. On le voit bien puisqu'il est intégré dans une œuvre de la culture populaire, en particulier un film. On voit bien qu'il y a un certain nombre de termes qui sont employés, de structures particulières. C'est sous-tendu par des rituels, des praxis sociales. Donc on est bien sur un produit culturel. Mais on est en même temps sur un produit biologique.
on a le lien avec la temporalité, avec le millésime, le lien avec la terre. L'acteur dit bien le vin c'est la terre, le lien avec la région, et au final, on peut dire que le vin est biologique, le vin est culturel, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc ça va être mon axe d'argumentation pour ce cours, et on va travailler donc le vin comme étant un produit bioculturel. Ce cours est en réalité dérivé, enfin, le cours m'a permis d'écrire l'ouvrage que vous voyez à l'écran, et donc il me sert maintenant de point d'appui pour les nouveaux cours. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter. Si ça vous intéresse et que vous voulez pas l'acheter, vous pouvez toujours consulter la vidéo que j'avais réalisée pour le présenter, et ça vous permettra déjà d'avoir une bonne idée du contenu. Évidemment, c'est pas un achat obligatoire, ni même recommandé. Voilà. Donc c'est un livre qui est paru en 2018 chez l'Harmattan. On va donc commencer par le premier volet de notre approche bioculturelle, évidemment le volet biologique, en partant de l'idée générale que le vin s'est fait à partir des raisins, et les raisins sont produits par la vigne. La vigne étant un produit biologique, ça a du sens de dire que le vin est un produit biologique. Donc déjà un petit panorama du vin en France. Vous voyez que on produit du vin un peu partout en France, à part sur le front nord-nord-ouest, puisqu'il fait un peu trop froid et les terres sont pas forcément appropriées pour la production vitivinicole. Mais en revanche, sur tout le reste de l'Hexagone, on produit du vin avec des régions un peu plus emblématiques que d'autres, en particulier la Bourgogne, le Bordelais, tout le Val-de-Loire. Ça a des résurgences historiques, un petit peu en Lorraine-Alsace, un petit peu dans le Jura. Évidemment, tout le tronçon Beaujolais, vallée du Rhône, qui se finit avec la Provence. En Corse, une longue tradition dans la production du vin. Et évidemment, le Languedoc-Roussillon, qui petit à petit devient un incontournable du vin en France. Donc voilà, on a bien l'idée d'une tradition nationale à laquelle il faudra rajouter des traditions régionales et des traditions beaucoup plus locales. Si on prend l'exemple de la Bourgogne, donc on a la région Bourgogne, on peut discriminer là-dedans la Côte d'Or, et on peut aller encore plus loin en discriminant la côte de Nuit de la côte de Beaune, et dans la côte de Nuit on peut aller jusqu'à identifier les communes, par exemple Marsanais, Gevrey-Chambertin, Fissin, et à l'intérieur de ces communes on va pouvoir encore distinguer des particularités, des micro-traditions, des micro-cultures qui correspondent en fait au climat de Bourgogne. Ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder toute la littérature qui concerne les climats de Bourgogne, que ce soit littérature scientifique ou grand public. Bon, maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus concret, avec la vigne que vous voyez ici. Donc j'ai pris l'exemple du pinot noir, hein, puisque c'est assez approprié quand on est en Bourgogne pour le vin rouge. Donc on a un cépage, qui est en fait, on peut dire une race de vigne, avec un cep, donc ça va être le tronc. Vous avez la vigne en tant que telle, qui sont donc les branches qui émanent de ce tronc. Sur ces vignes poussent des grappes de raisin, donc c'est-à-dire des groupes de baies de raisin. Donc ça c'est pour l'arbre. Et ensuite on a au niveau du sol et dans le sol même tout ce qui fait la force de la vigne et de l'arbre, c'est-à-dire le système racinaire. Donc on a bien un déploiement
dans une certaine verticalité, en fait des baies de raisin jusqu'au bout des racines, et puis une progression ou un développement horizontal, comme on peut le voir là à l'écran. Donc le tout fait système, c'est-à-dire que les baies de raisin sont importantes, tout comme les racines, si ce n'est plus. Donc, quand la vigne vieillit, le système racinaire s'étend à la fois en largeur, à la fois en profondeur, et va chercher au plus loin les sédiments, l'eau dont elle a besoin. On va tout de suite rentrer dans le dur avec les types de cultures qu'on peut avoir lorsqu'on fait du vin. C'est à peu près pareil que dans les autres produits issus de l'agriculture. Donc on va identifier une agriculture conventionnelle, c'est pas forcément euh, le terme le plus adéquat, mais enfin bon, c'est celui qui est utilisé, donc on va l'utiliser aussi. C'est-à-dire une viticulture qui utilise des produits phytosanitaires euh, dans la limite de la réglementation européenne et de la réglementation française. Donc c'est une grande majorité des vins produits en France. On a des vins qui sont produits dans une agriculture raisonnée, dans une viticulture raisonnée, c'est-à-dire qu'il y a une limitation euh, propre. C'est le viticulteur qui choisit en fait de se limiter dans l'usage de produits phytosanitaires, des pesticides. Ça peut être une démarche totalement désintéressée et personnelle. En général, c'est dans l'attente d'une conversion en bio, donc pour pouvoir avoir le certificat bio et pouvoir l'afficher sur les bouteilles. Alors le bio, justement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une réglementation européenne et française qui certifie que le produit a été justement produit dans un cadre strict qui empêche l'utilisation de certains produits ou qui limite à une certaine dose l'usage de certains produits. Donc c'est pas miracle, c'est pas totalement pur. On peut utiliser certains produits, on peut utiliser certains produits phytosanitaires, même décriés, dans une certaine limite. C'est ça qui différencie donc le conventionnel du bio. Et ensuite, on va pouvoir euh, monter en fait en précision et en retrait de produits phytosanitaires avec la biodynamie. Donc là, on n'est plus du tout sur des règlements européens et des certifications, euh, comment des certifications gouvernementales ou étatiques. C'est vraiment un label indépendant. C'est même pas forcément un label parce que c'est plus philosophique qu'autre chose. Euh, et ça vise à supprimer autant que possible, voire carrément, l'usage de produits phytosanitaires, se tourner vers des produits naturels, sains, et des poudres euh, qui sont réalisées par le viticulteur lui-même dans le respect de l'environnement. Donc si on fait un petit topo sur ce qu'est la biodynamie, en fait c'est vraiment une philosophie qui est apparue dans les années 1920. On la date on date l'apparition à 1924 sous l'influence de Rudolf Steiner, donc qui est autrichien, philosophe, agronome, et qui a en fait posé les principes fondamentaux de cette approche agricole. Si on résume, amélioration du sol et de la plante par des préparations issues de matières végétales, animales, minérales, application de ces préparations à des moments précis en fonction des cycles de végétation et en rapport avec les différents calendriers comme les calendriers lunaires et planétaires, et le travail du sol par des labours et des griffonnages, euh,
donc avec un travail très spécifique de la terre quand c'est nécessaire. Donc, en gros, on écoute un peu plus la terre et on est un peu plus prudent quand il s'agit de la travailler. On peut encore monter d'un cran vers le naturel avec précisément les vins nature. Alors vin nature, vin naturel, qu'est-ce que c'est? Vu qu'il n'y a pas de réglementation, c'est toujours un petit peu difficile de le dire. Bon, le vin naturel donc combine les deux méthodes, biodynamie, et en tout cas retire totalement tout ce qui est intrant, tout ce qui est produits phytosanitaires, pesticides, modifications ensuite en cave. Donc il n'y a aucune technique. On utilise les raisins, on en fait du jus de raisin qui fermente et on en fait du vin. En gros, c'est l'idée. On rajoute un petit peu de soufre pour le stabiliser et pour pouvoir le garder. Donc ça va avoir comme conséquence directe une certaine modification des propriétés organoleptiques du produit final, mais ça a l'avantage d'être un produit pur. Et si on va encore plus loin dans cette dynamique, on va avoir les vins sans aucun intrant ni sulfite, donc sans soufre. Et donc là on a des vins 100% purs, non transformés, non modifiés. Après, ça change le goût, donc c'est où on aime, où on n'aime pas. Voilà donc un petit graphe pour avoir une petite idée en fait du poids du bio dans la viticulture française. On voit qu'en a un petit peu moins de 20 ans, ça a quand même bien augmenté, le chiffre d'affaires en milliards d'euros, donc ça veut pas forcément dire que la surface de bio a augmenté. Peut-être que ce sont les prix qui ont augmenté. En tous les cas, il y a plus de demandes du point de vue des consommateurs, donc ça c'est quand même à prendre en compte. Et puis on a donc un label au niveau européen et un label au niveau français qui certifie qu'un vin bio respecte la législation en vigueur. Voilà un petit schéma pour résumer, pour vous montrer aussi que même si on choisit un vin bio ou un vin produit en biodynamie, on a quand même quelques produits qui sont injectés. Donc c'est aussi à avoir en tête. En tout cas, on se rend compte que la base du produit, donc la base du vin qui est le raisin, est pas toujours unique dans le vin. Ça, on peut le modifier, on sait le modifier, ça peut être plus ou moins intrusif, mais plus on rajoute de produits, plus on travaille le vin en cave, moins en réalité on travaille le matériel végétal qui est pourtant la base. Sans vigne, pas de raisin, pas de raisin, pas de vin. Et ça devient un petit peu alarmant. Et à ce propos-là, je vous invite au moins à consulter, voire même à lire le livre de Laure Gasparotto et de Lilian Bérillon paru en 2018 qui évoque l'importance du matériel végétal. Donc là, encore une fois, c'est une vidéo que je ne vais pas pouvoir vous jouer. Donc c'est Lilian Bérillon qui présente ses pratiques. Donc il est pépiniériste. Je vous laisse regarder la vidéo, on en discute juste après. Et on reprend. Voilà, on va reprendre maintenant. Donc les constatations de Bérillon, c'est qu'il y a des investissements massifs dans le monde du vin en France, dans le monde du vin tout court en réalité, mais que ces investissements, ils vont plus aller dans le chai, ils vont plus aller dans le vin quand il est quasiment fini, plutôt que dans la vigne lorsqu'il n'y a quasiment pas de vin. Ce qui fait que la qualité du vignoble se dégrade fortement, et il parle même d'un état alarmant, où il faut bien se rendre compte que l'âge moyen des vignes est de 16 ans, alors qu'une vigne, elle peut vivre
plus de 100 ans, voire même jusqu'à 120, 130 ans. Donc ça vous laisse imaginer la différence qu'on peut avoir. Et justement, les vignes qui sont âgées, c'est des vignes qui déjà sont résistantes, qui sont donc fortes, et qui en plus apportent dans le vin une certaine profondeur organoleptique, une personnalité, un terroir, qu'on va pas avoir sur des vignes très très jeunes. Et donc l'idée, c'est de développer un vignoble durable, c'est de développer un système racinaire euh, dense, profond, fort, qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique, qui permettent de lutter contre les maladies. Et pour faire ça, il faut des sols aussi qui tiennent la route, donc être moins interventionniste autant que faire se peut, hein. Chaque sol est différent, donc chez certains, dans certains domaines, il n'y a pas besoin de travailler le sol, dans d'autres, il y aura besoin, mais en tout cas, être plus proche de la biodiversité, et, le tout, en fait, est gagnant-gagnant, hein, puisqu'on aura des vignes euh, plus fortes, plus costauds, on utilisera moins de pesticides, donc on gagne de l'argent, et on a des vins de meilleure qualité. Donc conclusion partielle, partielle parce qu'on va s'arrêter là pour la partie biologique des vins. Pourquoi deux vins sont différents? On peut avoir deux raisons au minimum. Le premier, c'est le millésime. Hein, chaque année est différente, taux d'ensoleillement, taux d'humidité, les aléas climatiques, etc. Ça peut jouer. Euh, L'orientation, enfin la position de la vigne sur le domaine et dans le vignoble va influer. Sur l'image à droite, on voit donc différentes vignes qu'on va segmenter ce que j'ai fait de façon très aléatoire, hein. On peut segmenter en trois segments. Si on est tout en haut, au niveau 1, on va être constamment dans le soleil avec très peu d'apport en eau. Donc ça, c'est pas génial, parce que ça veut dire que ça risque de taper sur les raisins et donc de les faire éclater s'il y a trop de soleil. En 3, on est proche du fleuve de la Moselle en Allemagne. Donc là, ça va être l'inverse, on va avoir beaucoup trop d'eau, donc des raisins peu concentrés. Et au fin de compte, c'est au milieu qu'on va avoir euh, la meilleure qualité de sol, les meilleurs raisins, parce qu'on va avoir autant de soleil que d'eau, et que ça va être assez harmonieux. En Bourgogne, euh, on parle de climat. Alors qu'est-ce qu'un climat? C'est un ensemble avec une géologie, un plan, une situation climatique, et puis des pratiques humaines qui, euh, qui, qui font que deux vins, même s'ils sont à 100 mètres l'un de l'autre, ou 10 mètres l'un de l'autre, vont être totalement différents. Donc ça, c'est un peu la particularité bourguignonne. Alors je viens de dire que justement des pratiques humaines peuvent avoir une influence, en tout cas ont une influence sur les vins, mais pas que. C'est évidemment en production, ça va être en consommation et en dégustation. Le vin, au final, est un produit culturel. Donc on va commencer par la production. Euh, Entre le moment où on a une vigne et on a des raisins, il y a déjà tout un travail en vigne qui nécessite des connaissances, une tradition, un savoir-faire. Donc on a déjà là une preuve culturelle euh, et, et, un, et la nécessité d'avoir une culture de spécialité propre au vin. Ensuite, on récupère nos raisins, et entre le moment où on récupère nos raisins et on a le vin en bouteille, on peut remarquer qu'il y a tout un tas d'étapes à suivre, euh, avec des objets particuliers, des techniques particulières, et donc un travail, une praxis tout à fait particulière et spécifique à la production du vin, et qui va se spécialiser
selon les régions. Donc un vin de Bourgogne est différent d'un vin italien ou d'un vin de Bordeaux. Un mot sur les vins effervescents. Donc on a évidemment Champagne, Crément et dans les autres pays, Cava, Prosecco et Spumante. Ça participe d'une pratique encore différente, d'une culture encore différente, et j'attire votre attention sur la méthode champenoise, qui est donc une méthode développée qui s'appelle également Tempérignon. Voilà, si ça vous intéresse, on pourra en rediscuter ensuite lors des échanges en questions-réponses, où je vous laisserai regarder cela tout seul. On peut identifier des variations en production. On peut travailler en monocépage, par exemple que du pinot noir, en cuvée. On peut mixer merlot et cabernet, par exemple. On peut jouer sur le pourcentage de chaque cépage dans la cuvée. On peut travailler les dosages en sucre, en acidité, en alcool. On peut faire un choix d'élevage en fût de chêne ou en cuve béton. Si on choisit le fût de chêne, ça peut être du fût neuf ou du fût déjà utilisé sur un millésime, 2 millésimes. On peut faire évoluer le volume des fûts. Un petit fût va permettre va permettre au vin en fermentation d'avoir une grande surface de contact avec le bois, ce qui n'est pas le cas si le fût est long et gros, pardon. On peut jouer sur l'élevage en bouteille. Est-ce qu'on garde la bouteille 6 mois en cave au domaine ou est-ce qu'on la garde 36 mois ou plus? Est-ce qu'on filtre le vin? Est-ce qu'on choisit un bouchon liège? Est-ce qu'on choisit une capsule? Voilà, ça va évoluer, c'est des choix. Et au final, c'est des choix qui s'expliquent par la culture et la tradition d'une communauté de vignerons dans une région, avec des variations individuelles, ça va de soi. Et à force de parler de tradition et de culture, en France, on peut même parler du vin comme étant un artefact culturel, comme étant un élément à part entière de la culture française. Donc pour ça, je vous renvoie spécifiquement à la partie 2 de mon ouvrage, qu'on va commenter en partie ici. Si on reprend un des ouvrages fondateurs de la culture française, et je dis bien un des ouvrages, la Bible, on voit bien que le rôle du vin, il est ambivalent. Le vin, il est parfois thématisé comme étant un poison, mais en même temps, quelques pages plus loin, il sublime le héros. Il donne de la force. Dans tous les cas, dans la Bible, on voit ressurgir une métaphore structurelle que l'on retrouve en fait dans la culture française, avec qui est le vin et le sang, et ça se retrouve directement par le proverbe, en tout cas l'expression suivante, bon vin fait sang. Donc si on boit du vin, on purifie le sang, si on peut dire. Pline l'Ancien conseillait également à Alexandre le Grand de consommer du vin, mais en même temps de le consommer avec modération. Pas forcément pour la santé, mais en se rappelant que le sang, que le vin est le sang de la terre, et donc il faut consommer le vin avec mesure. Ce qu'on ne peut que recommander encore aujourd'hui. Maintenant, si on se rapproche d'une période un peu plus contemporaine, on peut rappeler que Roland Barthes parlait dans ses mythologies du vin comme étant une boisson totem pour la France. Donc ça, c'est évidemment très fort. Pasteur lui-même disait qu'il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les, que dans tous les livres. C'est pas anodin, hein, cette comparaison et ce lien entre philosophie et vin, et le fait que la philosophie soit quand même une entité structurante de la culture d'un pays. Donc ça donne de l'eau à notre moulin. Je vous rappelle également que sur France 3, on a eu une série télévisée avec Pierre Arditi qui s'appelait Le sang de la vigne, donc avec
encore une fois un lien fort entre l'humain et le vin. Et enfin, une petite citation de l'humoriste Gaspard Proust qui disait la chose suivante dans une interview au Monde en 2017. Le vin est une matière vivante, le boire est une résurrection, le lien encore une fois avec la religion. Et puis vient le temps où la bouteille s'achève, la particularité d'un vin qu'on ouvre, c'est que vous êtes convié à la fois à sa naissance et à sa mort, c'est un cadeau inestimable. Donc là, on a clairement l'emprise de la culture, de la personnification du vin, et du rite et de la praxis structurante d'une pratique culturelle. Pratique culturelle, justement, c'est la dégustation de vin, qui s'actualise à l'interface en fait entre socialisation, c'est-à-dire entre le fait de boire du vin à plusieurs et le fait que donc cette pratique soit au centre de l'acte social, et en même temps euh, un principe d'évaluation qui est systémique à la dégustation et au discours du vin. Je vous renvoie aux ouvrages de Lehrer, à l'ouvrage de Lehrer, entre autres, et puis en fait à tous les travaux linguistiques sur le vin. Mais l'évaluation, c'est d'une certaine manière aussi acte de socialisation en positionnant un produit sur une échelle, en comparant un produit à un autre et donc en renvoyant à différentes expériences. Si on revient à la dégustation en tant que telle, on dégage trois axes dans la dégustation selon la méthode Vogue, qui est celle qui est la plus suivie à travers le monde, avec une partie visuelle, une partie olfactive, une partie gustative. Visuelle, donc, on a le vin dans le verre et on l'observe. On observe sa robe, on observe s'il y a des larmes et on observe l'intensité colorante pour discriminer différents vins. Donc on peut déjà rien qu'en regardant un verre de vin, en regardant sa robe, on peut déjà à peu près savoir, connaître le cépage, peut-être la région. Ensuite, on va apporter le verre au nez et on va essayer d'identifier un premier nez et un deuxième nez. Deuxième nez étant une spécification du premier nez. Et on va essayer comme ça d'identifier différents arômes. Et ensuite, on va prendre une gorgée, pas la boire tout de suite. On va identifier les arômes. Donc c'est la poursuite en fait de l'analyse olfactive. On va travailler la texture. On va essayer d'identifier les caudalies, donc le temps que le vin reste en bouche, et on va l'évaluer à proprement parler. On peut utiliser la rétro-olfaction qui permet en bouche d'utiliser les arômes, les détecteurs sensoriels dans le nez, parce que au nez, on a plus de capteurs et des capteurs plus fins, plus précis pour identifier les arômes qu'en bouche. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce processus rétro-olfactif. Une petite précision quand on déguste un vin, on choisit un vin avec un pied. Donc l'exemple typique c'est ce type de verre que vous avez, presque ce type de verre qu'on a à l'écran, des verres Inao, avec un pied, et on tient le verre par le pied pour éviter de réchauffer le vin avec sa main. Donc là, c'est une vidéo de dégustation plutôt évaluative que je vais vous laisser voir, et je la commente dans un instant rapidement. On reprend donc. Donc dans cette vidéo, on voit bien hein, qu'il y a des termes spécifiques, des structures langagères spécifiques, une linéarisation de ces structures propres au discours du vin. Donc on ne va pas creuser davantage l'aspect linguistique. Pour ça, je vous renvoie à d'autres cours, y compris sur cette chaîne YouTube,
Je vous renvoie un petit peu aussi à mon ouvrage et en tout cas à toute la littérature scientifique sur le sujet, mais ça vous donne déjà une idée de comment on parle lorsqu'on parle du vin. En tout cas, je reste à votre disposition si ça vous intéresse. Voilà pour ce qui était d'un tour d'horizon très rapide, très bref sur le vin, sur les pratiques du vin, à la fois dans son aspect biologique et dans son aspect culturel. Et maintenant, j'aimerais discuter un petit peu du monde du vin aujourd'hui, donc à l'ère du numérique, avec différentes startups, différentes entreprises en France. Donc là encore, c'est dérivé du livre. Je vais être assez concis, mais ça vaut quand même le coup d'en parler, surtout pour vous étudiants, dans la perspective des stages et de votre carrière. Alors ici on a trois entreprises phares dans le secteur du vin en France qui travaillent trois aspects différents du vin. De gauche à droite, on a Divin, Les Grappes et Maillonneau. Donc Divin, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la distribution de vin. Donc on voit, on peut deviner en tout cas la machine qui est vendue par Divin. Donc c'est une grosse machine qui permet en fait de mettre des fioles de vin. La machine identifie le vin, aère le vin autant que nécessaire, refroidit le vin si cela est nécessaire, puis sert le vin au verre, donc service au verre. Ce qui a fait dire à certains que Divin, que la machine Divin était la Nespresso du vin. Évidemment, c'est intéressant pour les hôtels, pour les restaurants. Plus besoin d'ouvrir une bouteille, on peut choisir des fioles. Ça va être intéressant dans l'aviation aussi. Pour les particuliers, ça l'est également, mais il faut pouvoir s'acheter la machine qui coûte relativement cher. En tout cas, c'est une entreprise qui fonctionne très très bien, qui a un bel avenir encore devant elle. On a ensuite Les Grappes, qui est une entreprise à la fois réseau social spécialisé et caviste en ligne, qui permet de rapprocher les vignerons des clients en exploitant l'idée de circuits courts. Donc ça aussi, ça fonctionne pas trop mal. Ça permet en plus de découvrir des vignerons qu'on n'aurait pas, qu'on ne pourrait pas forcément connaître si on n'habite pas dans la région, de connaître de nouveaux vins, de nouveaux cépages. Donc, en fait, de s'intégrer dans une communauté spécialisée ou non, hein, en fonction de l'orientation qu'on choisit. Donc c'est aussi très intéressant. Une autre entreprise, Maillonneau, là, qui est pour le coup très start-up, si vous regardez BFM Business, vous avez déjà entendu parler de Maillonneau à plusieurs reprises. C'est une petite start-up, une petite entreprise lyonnaise qui a produit un capteur. Donc on voit là dans l'illustration, c'est un capteur qu'on met dans le verre de vin et qui permet d'analyser les propriétés organoleptiques des vins et de pouvoir afficher ces propriétés organoleptiques sous forme de graphique sur le smartphone. On a là trois entreprises, trois produits ou services, et déjà là on peut se poser la question des vrais apports de ces entreprises, en particulier ces trois-là, hein, mais en général dans le monde du vin. Donc l'apport de produits et de services qualifiés d'innovants dans le monde du vin, et les fausses promesses, ou en tout cas les choses gadgets dont on n'aurait pas forcément besoin. Pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'à maintenant, jusque dans les années 2000, quand on voulait boire du vin, on prenait une bouteille, un tire-bouchon, 2 verres ou plus, et on dégustait le vin.
et ça a toujours très bien fonctionné. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ces produits innovants ou qui se disent innovants? Donc ça, ensuite, c'est à chacun de se faire une idée, mais c'est bien d'avoir cette question-là en tête, hein, et ça vaut pour le vin comme ça vaut pour tout autre domaine. Est-ce bien nécessaire? Est-ce que ça change vraiment les choses? Et en fait, la question, il faut vraiment se la poser quand on voit l'ensemble des entreprises qui prennent part à cette évolution numérique de la praxis socio-économique et sociale, hein, surtout, en particulier dans le monde du vin. Donc j'attire votre attention sur FoodTech, qui est en fait l'acteur institutionnel qui agrège toutes ces startups, toutes ces entreprises et bien plus encore, hein, puisqu'on voit qu'on a également les centres de recherche que sont l'Université de Bourgogne par exemple, des laboratoires comme le LE2I, laboratoire euh, ancien laboratoire d'informatique, le CFGA donc, qui est centre du goût, à Dijon, et même le laboratoire Femto spécialisé en physique à Montbéliard. Voilà, tous ces acteurs publics qui font de la recherche fondamentale, de la recherche spécialisée, en tout cas de la recherche appliquée au monde du vin. On a ensuite des interactions fortes, plus ou moins fortes en fait, entre ces acteurs institutionnels, publics et la vraie vie, le vrai monde, avec, des centres d'intérêt particuliers, par exemple le tourisme. C'est le cas pour nous, pour le master LEAK de l'Université de Bourgogne. C'est plutôt là qu'on va s'orienter, et c'est ce qu'on a fait à la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon avec Laurent Gauthier. On a travaillé le tourisme avec des applications numériques, avec des articles qui vont dans ce sens. Et ensuite, on a toute une galaxie d'entreprises, donc des acteurs privés, plus ou moins dans le domaine, qui gravitent autour de cet écosystème-là et qui participent du renouvellement de la filière, des filières, que ce soit en production, en consommation, en distribution, etc., etc. Donc voilà, c'est dense, il y a pas mal de choses à faire, c'est assez diversifié, donc un domaine en tout cas intéressant. Un petit zoom maintenant sur les entreprises de la région. On a Vitavinum, qui est implanté à Dijon, sur le campus d'ailleurs, qui est une entreprise dynamique, qui a déjà quelques années, et qui a connu plusieurs phases de vie. Donc, qui a d'abord produit, en tout cas essayé de concevoir un système informatique fortement inspiré d'un projet porté par la Message Dijon et par l'UB pour la recommandation de vins en supermarché, en grande surface, qui n'a pas forcément bien fonctionné. Ils sont ensuite tournés vers la dégustation et l'accompagnement à travers des séances de dégustation en utilisant des produits numériques comme des tablettes, euh, et en numérisant un petit peu l'acte de dégustation et d'évaluation, puis vers le no-tourisme et enfin la production de cartes de vignobles, qui dispose donc maintenant d'un écosystème d'offres de services et de produits assez vaste. D'un point de vue un peu extérieur, on peut remarquer que c'est l'exemple typique d'une entreprise qui a des idées, qui est innovante dans sa façon d'aborder son domaine de prédilection, son secteur socio-économique, qui sait lever des fonds, qui sait être viable, mais qui propose des produits et des services qui manifestement ne sont pas adaptés
à l'industrie et au grand public. Et on peut vraiment se reposer la question, encore une fois, de l'intérêt de ces produits et de l'intérêt de ces services. AirTech Solutions, c'est une entreprise située à Beaune qui, parmi tous ces produits, propose des fûts connectés, donc bardés de capteurs divers et variés qui permettent de mieux suivre l'évolution du vin lors de son vieillissement et de sa fermentation. Donc voilà, encore des solutions innovantes. Et puis la bicyclette de Paul, s'il fallait en citer une, ce serait cette agence de communication spécialisée qui propose des services numériques, encore une fois divers et variés. De manière générale, toutes les entreprises, toutes les startups dans le monde du vin ont tendance à un moment donné ou à un autre à se tourner vers la communication, puisque c'est ce qui caractérise une startup, c'est sa capacité à faire parler d'elle, en particulier sur les réseaux sociaux numériques. Donc c'est ce qu'ils savent faire, et c'est des solutions de repli lorsque l'activité principale ne fonctionne pas forcément très bien. Et de manière générale, on peut conclure que toutes les startups dans le monde du vin sont des entreprises qui n'ont pas forcément un grand succès et qui en général n'ont pas une très grande durée de vie. Donc ça interroge vraiment sur l'apport de ces entreprises dans ce secteur-là. Entreprises qui sont maintenant fédérées par la WineTech, qui en fait tentent d'organiser toutes ces entreprises en un mouvement de fond au niveau français et mondial, qui en fait c'est la porte d'accès à tous ceux qui veulent travailler dans le numérique et dans le vin, pour accompagner cette mutation, cette évolution, ce développement du secteur vers des pratiques numériques qui, encore une fois, est pas forcément, l'ensemble n'est pas forcément évident et n'est pas forcément orienté vers le succès. Donc voilà pour cette première partie du cours. Donc on a vu que le vin est un produit bioculturel, que le vin est au centre des pratiques sociales, en tout cas en France. On peut même presque dire en Occident, mais ça ce serait un autre point du cours. On a vu certaines notions de spécialité, certaines notions spécifiques. On a pu montrer le rôle de la culture, on a pu montrer les particularités du secteur du vin, en particulier dans son évolution numérique. J'espère que ça vous a donné envie d'y réfléchir. On fait une petite pause dans ce cours. C'est la fin de cette première vidéo, et dans un instant on reprendra avec une deuxième vidéo dédiée au discours du sensoriel, puisque c'est quelque chose que vos collègues de M1 de l'année dernière, désormais en M2, ont souhaité aborder. Donc voilà, donc j'ai adapté un peu l'enseignement, et on va maintenant s'orienter vers les discours du sensoriel. Voilà, merci de votre attention pour cette première vidéo, on se retrouve dans la suivante.